Le monde du luxe s'est construit autour du concept d'exclusivité et son bastion est la sélectivité, la distribution sélective. Or, avec les réseaux sociaux, avec l'omnicanal, le click and mortar, le phygital maintenant, cette sélectivité est bien remise en question. On va voir comment les choses évoluent avec un spécialiste du domaine du luxe, Jean-Noël Capferrer, enseignant-chercheur, et il travaille depuis des années dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des évolutions de la sélectivité dans la distribution du luxe ? Alors, nous sommes là au cœur de la tectonique des plaques, c'est-à-dire des mouvements mondiaux dont on ne sait pas ce qu'ils vont donner dans un certain nombre d'années, mais qui vont remettre en cause éventuellement tout le modèle économique du secteur du luxe. Vous voyez ? Rien que ça. Rien que ça. Mais ça bouge. Non, ça bouge et on ne sait pas qui va gagner. Alors, quels sont les enjeux ? Oui. C'est ça dont on va parler. Bon. Un aparté, très récemment, Pierre Cardin nous a quittés. On dit ça quand... Voilà. Pierre Cardin, c'était le business model des années 70 du luxe, c'est-à-dire un créateur génial, des milliers de licences. La distribution n'avait aucune importance. L'important, c'était produire des licences et on les mettait dans les grands magasins, dans les magasins multimarques, etc. Ça lui a été beaucoup reproché. Oui, mais c'était le modèle économique de l'époque. Tout à fait. Bon. Peu après, 10 ou 20 ans après, LVMH achète Sephora, achète DFS, qui est un des principaux acteurs du travel duty, du duty-free mondial. Bon. Essilor Luxottica, plus tard, achète le principal distributeur aux États-Unis de lunettes. Kering, à un moment donné, achète Net-a-Porter, Yoox, etc. D'un seul coup, donc, on voit que les grands groupes se mettent à acheter des entités distributrices. Bon. Mais c'était encore le monde, on pourrait dire, Sephora, DFS, c'est encore le monde d'avant, enfin c'est toujours le monde d'aujourd'hui, mais c'était le monde du physique. C'est-à-dire, j'ai une grande partie parfum, j'ai intérêt à contrôler un des leaders du parfum mondial, Sephora. Ça ne veut pas dire pour donner un avantage par rapport au parfum Hermès et autres, mais je connais, etc. Bon. Ça veut donc dire que quelque part, la distribution est apparue par rapport aux très grands groupes comme un élément clé où se construit la différenciation et où se construit quelque chose de fondamental, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, le contrôle des prix. Car il n'y a pas de luxe, de marque de luxe sans contrôle des prix. Or, dans le monde d'avant, avec les licences et les grossistes, qu'on appelle le circuit wholesale en anglais, il y avait énormément de marchés gris, de parallèles, etc. Donc, on ne contrôlait pas les prix. Arrive l'Internet. Or, ce qu'apporte l'Internet du point de vue de la gestion d'une marque, c'est-à-dire de sa marge, c'est-à-dire de sa valeur, c'est-à-dire fondamentalement de son exclusivité perçue qui justifie le prix, c'est la transparence des prix. C'est très dur la transparence des prix quand vous passez d'un magasin à un autre. Quand vous êtes sur une plateforme, je prends Farfetch, plateforme anglaise dirigée par un Portugais génial, bon, quelque part, vous pouvez comparer les prix de tout à la fois. Et vous pouvez voir en quoi votre prix est éventuellement différent du prix que vous allez trouver sur le site d'e-commerce de la marque elle-même. Or, il n'y a rien de pire pour une marque de luxe que de voir sur des opérateurs puissants des différences de prix. Je ne parle pas des soldes, hein. Je ne parle pas des ventes à la saison, de 10, 15, 20%. Ça veut dire que le prix n'est plus la valeur. Le prix fluctue. Or, l'obsession des marques de luxe, c'est comme l'obsession de Porsche, vous voyez, c'est de dire, vous achetez une Porsche 250 000 €, c'est sa valeur. Et les gens ne disent pas, non, faites-moi 30%. Ils disent, oui, je vais gagner plus d'argent, etc. Donc, Internet a quelque part amené à prendre conscience d'une chose, c'est que les premiers acteurs ont joué beaucoup sur le marché gris, ils ont joué beaucoup sur le parallèle pour avoir des produits, d'une certaine façon, moins chers. Parce que le secteur grossiste, wholesale, en lui-même, est en décroissance systématique depuis 20-30 ans. Et qu'est-ce qu'il fait de ces surplus ? Il les met sur le marché gris. Voilà. Donc, première chose, Internet rend les prix transparents, ce qui est un problème. Deuxième chose, nous avons la Chine. Alors la Chine, on en a déjà parlé. La Chine, vous avez 1 milliard de personnes qui sont tous les jours attachées aux réseaux sociaux. Bon. 2 grands acteurs, Tencent et Alibaba, 2 grands acteurs, donc ce n'est pas du tout le même écosystème, etc. Bon. Et ces grands acteurs veulent vendre et distribuer tout. C'est très difficile de dire non quand, en réalité, vous n'avez pas
des dizaines de grands magasins, etc. Mais vous avez deux grands acteurs qui vous disent, c'est moi l'accès au marché. Parce que les 3/4 des produits achetés, de luxe achetés en Chine, sont achetés par des gens qui n'ont pas de magasin à leur disposition. La Chine est trop grande, c'est un continent, c'est comme si on disait l'Europe. Donc, les grandes marques de luxe, aujourd'hui, disent, je n'ai pas le choix, je dois traiter avec ces géants qui sont la clé d'accès au marché. OK ? Clé d'accès au marché. Et non seulement je traite avec eux, mais deuxièmement, je passe des accords stratégiques, et en novembre 2020, accords stratégiques entre Richemont, Artemis, c'est-à-dire Kering, Farfetch et Alibaba, avec des centaines de millions qui vont être investis pour développer encore plus, comment dirais-je, la connaissance du marché chinois et la vente sur Internet. Avec une prise de risque quand même pour le... Alors oui, la prise de risque. Oui, perdre l'accès aux données de son Double prise de risque. Celle que vous citez, sur laquelle je vais revenir, et les États-Unis et l'Europe. Oui. Parce que vous n'avez pas oublié que Alibaba est présent en Europe. Tout à fait. Or, en Europe, nous vivons sous le régime de la distribution exclusive, sélective, qui a été validée par la Commission européenne, qui est pourtant nourrie par l'idée de, comment dirais-je, d'interdire les entraves à la concurrence. Elle a compris que les marques de prestige ont besoin de distribution sélective. J'ai le droit de choisir les magasins qui sont à la hauteur de ma marque. Bon. Et depuis toujours, Leclerc, en France par exemple, ou bien Amazon Europe, disent vous ne pouvez pas me refuser, etc. Bon. Je vous laisse deviner, Isabelle, ce qui se passera si Alibaba France dit vous traitez en Chine avec Alibaba, sur sa plateforme Tmall ou Luxury Pavilion, etc. Mais pourquoi ne pas faire la même chose ici ? Et Amazon, qui vient, vous avez vu, de créer maintenant un site un peu miroir d'Alibaba Luxury Pavilion aux États-Unis, limité à 110 millions d'individus qui sont ceux qui sont abonnés à Amazon Prime, va arriver en Europe en disant la même chose. Et on va lui dire « Ah non, mais vous n'êtes pas à la hauteur. Vous ne satisfaisez pas, d'une certaine façon, les critères de distribution sélective. » Et il va dire « Mais attendez, Alibaba, c'est la même chose, etc. » Donc, nous sommes là au début d'une guerre qui va déterminer le modèle économique futur et la capacité de tenir cette notion de distribution sélective. Certaines marques indépendantes les tiennent remarquablement. Je suis allé, avant de venir vous voir, je suis allé sur Farfetch, qui est la plateforme mondiale qui va se développer désormais sur Alibaba en Chine. Vous mettez Chanel, il n'y a que des secondes mains. D'accord. Très important. Vous mettez Hermès, il n'y a que des secondes mains. Donc c'est encore dans les mains des marques de savoir si elles veulent se distribuer elles-mêmes ou si elles veulent distribuer par des espèces de nouveaux grands magasins ou de plateformes. Et là intervient la notion de à qui appartient le consommateur et qui a l'information. Qui a l'information ? Parce que dans un cas, c'est la plateforme qui a toute l'information et qui vous la donnera de façon extrêmement limitée, dans l'autre, etc. Voilà. Alors, quelle est la stratégie des groupes ? Les groupes ne mettent pas tous les œufs dans le même panier. Ils disent, je ne sais pas qui va gagner. Donc, Gucci développe considérablement ses ventes en ligne sur le site de Gucci.com, idem Balenciaga.com, idem Hermès.com, idem Chanel.com, etc. Et en même temps, Chanel, je mets à part parce qu'eux, ils ont une politique extrêmement... Ils sont le haut du panier, ils estiment qu'ils n'ont pas à être présents partout. Ils n'ont pas à être présents partout. La présence partout, c'est un concept assez étonnant. Pourquoi être présent partout, etc. Voilà. Donc, nous sommes là, c'est ce que j'appelle la tectonique des plaques. Elle implique... Et alors, elle se complique parce que dans une même marque comme Dior, il y a le haut de gamme, le très 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 haut de gamme, et les parfums, comment dirais-je, les ah non, je ne parle pas des porte-clés, je parle de Dior Beauté. Or, Dior Beauté, c'est typiquement un produit d'e-commerce. Dior Beauté, il y a certes des boutiques, mais c'est un produit d'e-commerce. Donc, en Chine, Dior Beauté passe par l'e-commerce des grandes plateformes. Combien de temps ils vont être capables de dire, oui, alors, soit ils disent Dior Beauté, c'est pas du luxe, donc on introduit la notion que Dior, il y a le luxe et le non-luxe dans Dior. Soit ils disent tout est luxe, alors on va leur dire mais pourquoi vous avez accepté de vendre sur Alibaba, sur Luxury Pavilion, Dior Beauté, mais pas le reste. Donc on voit que le terrain est glissant, nous reverrons parce que... Pour le moment... Mais les marques doivent être conscientes que ce qui se joue là, c'est leur perception d'exclusivité.
perception d'exclusivité, c'est-à-dire, c'est plus la rareté. Hein. On n'est plus dans la rareté. À 1 trilliard 300 milliards, on n'est plus dans la rareté. On est dans la perception d'exclusivité. Ça se travaille et la distribution sélective est un aspect clé. Internet fait sauter cette notion, sauf si on dit, je vais choisir les plateformes qui me conviennent ou pas. Deuxièmement, je vais développer mes propres voies. Mais écoutez, on va suivre cette affaire de façon attentive dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci de cet éclairage, Jean-Noël.